Bienvenue à toutes et à tous pour notre exploration aujourd'hui d'un film vraiment culte du cinéma d'horreur, Carrie au bal du diable, le film de 1976 de Brian De Palma. Exactement. Une œuvre fascinante et puis surtout la toute première adaptation d'un roman de Stephen King. Ça, c'est pas rien. Ah non, c'est clair, hein. Un film qui, comme vous le disiez, a eu un budget assez modeste, mais alors un impact... Phénoménal. Oui, et c'est ça qu'on va essayer de décortiquer un peu. On a pas mal d'infos sur sa création, depuis les inspirations de King, qui sont assez personnelles en fait, hein, Oui, jusqu'au choix de Palma, la production un peu rock'n'roll, on peut dire, et puis les thèmes. Des thèmes qui dérangent toujours autant. c'est ça. L'idée, c'est vraiment de comprendre pourquoi Carrie, plus de 40 ans après, il continue de fasciner comme ça. Qu'est-ce qui le rend si spécial? Bon, alors, on se lance? Allons-y. Alors, tout commence avec Stephen King. Donc, Carrie, son premier roman publié, 1974. Mais ce livre, il a failli ne jamais voir le jour, c'est ça? Ah oui, complètement. C'est une anecdote assez connue, mais toujours aussi folle. King, il débutait, il galérait pas mal, et il a écrit les premières pages, et il les a jetées. Carrément, à la poubelle. Ouais, à la poubelle. Il trouvait ça nul, quoi. Il pensait que l'histoire tenait pas la route, peut-être une nouvelle à la limite, mais pas un roman. Et c'est sa femme, Tabitha, Tabitha King, oui. qui a repêché les feuilles dans la corbeille. Elle y a cru. Elle lui a dit... Non, non, continue, il y a quelque chose là. Sans elle, pas de Carrie. C'est dingue, hein? C'est fou quand on y pense. Et l'inspiration derrière cette histoire, elle est assez sombre. Elle vient de souvenirs très précis de King. C'est ça. Bon, il y a eu un article qu'il avait lu sur des cas de poltergeist, de télékinésie, liés à des ados apparemment. Mais le plus fort, c'est vraiment des souvenirs d'enfance, ou de jeunesse plutôt. Deux jeunes filles. Oui. Il leur a donné des pseudonymes, hein, Tina White et Sandra Irving, pour les protéger même après tant d'années. Elles étaient toutes les deux des souffres-douleurs, harcelées en permanence au lycée. Et il raconte pour Tina qu'on se moquait tout le temps de ses vêtements, qu'elle avait toujours les mêmes. Et le jour où sa mère lui en a acheté des neufs, les moqueries ont été pires encore. C'est terrible. Et elle a fini par quitter l'école et elle est morte très jeune. Apparemment en suicide. Mon Dieu. Et Sandra, l'autre fille, elle vivait assez isolée avec sa mère, qui était très très croyante, limite fanatique. King se souvient être allé chez elle et d'avoir vu un crucifix énorme, terrifiant. Ah ouais? Et cette fille, Sandra, elle avait de l'épilepsie, des vêtements pas à la mode, elle était complètement marginalisée. Et elle aussi, elle est morte jeune d'une crise d'épilepsie, avant 30 ans. King a dit qu'il sentait une sorte de pression, comme si ces filles voulaient que leur histoire soit racontée. Waouh. Ça donne une profondeur assez glaçante au roman, forcément. Exactement. C'est pas juste une histoire d'horreur fantastique, il sait ce terreau de souffrance bien réel derrière. Et l'adaptation au cinéma, elle arrive super vite, 2 ans après le livre, seulement. King, il n'était pas du tout connu à l'époque, alors... Ah non, pas du tout. La preuve, c'est que sur la première bande-annonce du film, ils écorchent son prénom. Ils disent Steven au lieu de Stephen. Ça montre bien. Incroyable! Et Brian De Palma, lui, il en était où dans sa carrière? Il n'était pas encore la star qu'il est devenu avec Scarface ou Les Incorruptibles, mais il avait déjà quelques films à son actif. Sœur de sang, Phantom of the Paradise. Il était déjà dans son style, quoi. Un ami lui a conseillé de lire Carrie. Il a adoré et il s'est vraiment battu pour avoir les droits d'adaptation. Et il y a cette histoire assez folle des auditions menées en même temps que celle d'un autre film, un très gros film. Ah oui, ça c'est une anecdote géniale. De Palma et George Lucas, ils étaient potes, apparemment parmi les seuls réalisateurs barbus sur le plateau de Warner Bros. À l'époque. Ça les avait rapprochés. D'accord. Et ils partageaient le même bureau de casting. Du coup, ils faisaient passer les auditions pour Carrie et pour Star Wars. En même temps, Non, dans la même salle d'attente. mais c'est fou. Ouais. Imagine Sissy Spacek qui lit pour Princesse Leia et Carrie Fisher qui lit pour Carrie White. Et William Katt, qui joue Tommy Rost en Carrie, il avait auditionné pour Luke Skywalker juste avant. C'est un croisement assez improbable, hein. C'est complètement dingue. Deux univers qui allaient exploser, qui se croisent comme ça. Bon, revenons à l'histoire de Carrie. Ces thèmes dont on parlait, le harcèlement, l'isolement, comment est-ce que c'est montré dans le film? Le film nous jette des dents directes, hein. La fameuse scène d'ouverture sous les douches. Carrie a ses premières règles, elle panique, elle comprend pas ce qui lui arrive. Et les autres filles se moquent d'elle, lui jettent des tampons, c'est d'une cruauté. C'est d'une violence psychologique terrible. Et c'est vraiment cet événement traumatisant qui semble déclencher, ou en tout cas amplifier, ses pouvoirs télékinétiques. Le lien est très clair. Et comme si ça suffisait pas, il y a la mère, Margaret White. Ah,
Ah là là, Margaret White. Piper Laurie qui l'incarne est juste phénoménale. C'est une figure de mère terrifiante, fanatique religieuse jusqu'au bout des ongles, complètement abusive. Elle voit la puberté de sa fille comme un péché. Elle la punit, elle l'enferme dans ce placard. Le fameux placard à prière, oui. C'est une double prison pour Carrie, hein. Le lycée, avec le harcèlement, et la maison, avec l'oppression maternelle et religieuse. C'est vraiment ça qui crée la cocotte minute, quoi. Du coup, les thèmes, c'est ça le harcèlement, l'intégrisme religieux, mais aussi les angoisses de l'adolescence, la découverte du corps, de la sexualité. Exactement. Et la vengeance, bien sûr. Une vengeance qui est à la fois compréhensible d'une certaine manière, mais aussi totalement dévastatrice et moralement ambiguë. Le sang, c'est un symbole hyper important dans le film, on le voit partout. Ah oui, le sang est central. D'abord le sang des règles, qui marque ce passage à l'âge adulte, l'éveil des pouvoirs, mais que la mère voit comme la marque du péché, de la souillure. C'est ça. Et puis, évidemment, le sang de porc, le point culminant de l'humiliation au bal. C'est ce sang-là qui fait tout basculer, qui transforme la victime Mhm. en bourreau. Exactement. King parlait de bouc émissaire. Ce sang, il symbolise tout, la vie, la honte, la mort, l'humiliation. C'est très puissant. Et les actrices, Sissy Spacek en Carrie, Piper Laurie en Margaret, elles sont incroyables. Les deux ont été nommées aux Oscars, c'est quand même rare pour un film d'horreur. Oui, tout à fait. Surtout à l'époque. Piper Laurie, elle revenait au cinéma après 15 ans d'absence, hein. Elle avait arrêté sa carrière. Et elle a dit un truc assez fascinant après coup. Ah oui? Elle a dit qu'en tournant, elle pensait jouer dans une sorte de comédie noire, satirique. Elle n'avait pas réalisé à quel point son personnage était horrible et le film si sombre avant de le voir terminé. C'est fou. Ça montre le décalage qu'il peut y avoir et comment le montage, la musique, tout ça, ça change la perception. Complètement. Mais sa Margaret White, elle est glaçante. C'est vraiment l'incarnation de l'abus psychologique, de la foi détournée pour contrôler et détruire. Et la vengeance de Carrie, au final, elle est presque... Enfin, elle est terrifiante parce qu'elle dépasse ses bourreaux, non? Oui, c'est toute la tragédie. Sa colère est tellement immense qu'elle devient aveugle. Elle détruit tout, même les innocents, même Miss Collins, la prof de gym qui avait essayé de l'aider, de la protéger un peu. C'est vrai. Il y a des analyses qui suggèrent qu'à ce moment-là, elle voit tout le monde se moquer d'elle, même ceux qui sont juste horrifiés. Sa perception est complètement distordue par le traumatisme. Du coup, on peut pas juste dire « Ah ben, elle a bien fait de se venger ». C'est plus complexe. Elle devient monstrueuse à son tour. C'est ça. Parlons un peu du style De Palma. Qu'est-ce qu'il apporte, lui, à l'histoire? De Palma, c'est le style, hein. Une grosse influence d'Hitchcock, ça se sent. Le suspense, les mouvements de caméra très étudiés, les ralentis. Et puis, sa marque de fabrique sur ce film, le split screen. L'écran divisé, oui. Pendant la scène du bal, c'est ça? Pourquoi ce choix? L'idée, c'est de montrer plusieurs choses en même temps. D'un côté, on voit Carrie, son regard fixe, ses pouvoirs qui se déchaînent, et de l'autre, on voit la panique dans la salle, les gens qui crient, les portes qui se ferment. Ça multiplie l'impact, en fait. Voilà, ça montre le chaos total, la simultanéité des horreurs. C'est très efficace pour cette scène. Même si De Palma a dit plus tard qu'il trouvait ça peut-être un peu trop méditatif pour de l'action pure. Mais bon, ça reste une signature visuelle hyper forte du film. Et la musique, elle participe énormément à l'ambiance. Ah oui, la musique de Pino Donaggio est essentielle. À la base, De Palma voulait Bernard Herrmann, le compositeur fétiche d'Hitchcock, avec qui il avait bossé sur Sœurs de sang. Ah oui, logique. Mais Herrmann est mort juste avant le tournage de Carrie. Du coup, il s'est tourné vers Donaggio, qu'il avait repéré sur Ne vous retournez pas. Et Donaggio a fait un travail incroyable, qui d'ailleurs rend hommage à Herrmann par moments. Les violons stridents quand Carrie utilise ses pouvoirs. Ça rappelle Psychouse, hein. Exactement. C'est un clin d'œil assumé et très efficace. Il y a aussi des prouesses de mise en scène plus techniques, comme un plan séquence assez fou pendant le bal. Oui, le figure 8 shot, le plan 8. C'est un long plan, sans coupure, où la caméra suit toute la magouille pour truquer l'élection de la reine du bal. On voit les regards échangés, l'urne qui est changée, Susnel qui arrive et qui sent que quelque chose cloche. Ça fait monter la tension puissance 1000. C'est ça. C'est techniquement très complexe à réaliser, surtout à l'époque. Ça demandait une chorégraphie parfaite entre la caméra, les acteurs, les figurants. Ça montre bien que De Palma utilise vraiment la caméra pour raconter et créer du suspense. Et la toute fin, le fameux jump scare, la main qui sort de la tombe. Iconique. Une des fins les plus célèbres de l'histoire de l'horreur. Apparemment, c'était une idée de dernière minute de De Palma. Et pour lui donner cet effet un peu
étrange, onirique. La scène, juste avant, quand Sue s'approche de la tombe, elle a été filmée à l'envers. Ah bon? Comment ça? Amy Irving marchait à reculons et ils ont passé le film à l'endroit au montage. Ça donne ce mouvement un peu flottant, irréel. Malin. Pas mal. Et tout ça avec un budget qui était quand même assez serré, il me semble. Oui, 1,8 million de dollars. C'était pas énorme, même pour l'époque. Donc il a fallu être ingénieux. Le faux sang, par exemple. Oui. C'était un mélange de sirop de maïs et de colorant alimentaire. Le problème, c'est que ça séchait super vite sous la chaleur des projecteurs. Du coup, Sissy Spacek, pour la continuité, elle a dû rester couverte de ce truc collant pendant plusieurs jours. Non. Elle dormait avec? Apparemment, oui. Pour que les taches de sang soient exactement aux mêmes endroits d'une prise à l'autre, le lendemain. Faut être dévoué, hein. C'est clair. Un engagement total. Et pour la maison qui brûle et s'effondre à la fin? Là, ils ont utilisé une maquette. Une maquette assez grande qu'ils ont mise sur une sorte d'ascenseur, incendiée et fait tomber dans une fosse pour simuler l'effondrement. Système D, quoi. Parlons un peu plus de Sissy Spacek. Comment elle a eu ce rôle? C'était pas gagné d'avance, je crois. Non, pas vraiment. C'est son mari, Jack Fisk, qui était le chef décorateur sur le film, qui l'a un peu poussé. Il a convaincu De Palma de la laisser auditionner. Et pour l'audition, elle a eu une idée géniale. Laquelle? Elle s'est présentée sans se laver les cheveux, sans maquillage, avec de la vaseline sur le visage pour avoir l'air un peu cracra, et elle portait une vieille robe de marin que sa mère lui avait faite quand elle était ado. Ah ouais? Le look total. Exactement. Elle a dit qu'elle voulait avoir l'air mal fagoté. Et De Palma a été bluffé. Il a dit « c'est elle, Carrie ». Elle avait compris le personnage avant même d'avoir le rôle. Et elle s'est vraiment plongée dedans pendant le tournage pour rester dans cette bulle d'isolement? Oui, elle s'isolait des autres acteurs entre les prises, elle se cachait un peu partout sur le plateau. Elle avait rempli sa loge de livres religieux pour essayer de comprendre l'état d'esprit de Carrie, influencé par sa mère. Et elle a même insisté pour faire la scène finale quand elle est sous terre. Oui, être vraiment enterrée sous des pierres ponces, qui sont légères mais quand même. Elle est claustrophobe en plus, hein. Mais elle voulait que la peur soit réelle. Ça montre son niveau d'implication. C'est fou. Le reste du casting est top aussi. Il y avait pas mal de jeunes acteurs qui allaient percer. Carrément. John Travolta, qui était déjà une star de la télé avec Welcome Back Kotter, il joue Billy Nolan, le petit ami horrible de Chris. C'est un de ses premiers grands rôles au cinéma. Et Nancy Allen qui joue Chris, la peste en chef. Nancy Allen, excellente en garce absolue. Il y a cette anecdote un peu limite où De Palma aurait demandé à Betty Buckley, qui joue Miss Collins, de la gifler vraiment, et plusieurs fois, pour avoir une réaction plus authentique. Ah oui, j'ai entendu ça. C'est un peu... les méthodes de l'époque, quoi. Voilà. D'ailleurs, petite anecdote dans l'anecdote, Nancy Allen et De Palma se sont mariés quelques années plus tard. Et Betty Buckley aussi s'est mariée avec De Palma plus tard, après son divorce avec Nancy Allen. Non. Le plateau de Carrie, un lieu de rencontre? On dirait bien. Et il y a aussi Amy Irving, donc qui joue Sue Snell, la seule qui a des remords. Et sa mère dans le film, c'est sa vraie mère, c'est ça? Oui, Priscilla Pointer. Un petit détail sympa. Et même les petits rôles contribuent à l'ambiance. Le proviseur, par exemple, qui n'arrête pas d'écorcher le nom de Carrie, il l'appelle Cassie. Oui, c'est vrai. Ça montre bien l'indifférence générale, le fait qu'elle est invisible pour tout le monde, même pour l'autorité. Personne ne fait vraiment attention à elle, à sa souffrance. C'est ça aussi qui est terrible. Chaque détail compte. Comment le film a été reçu à sa sortie en 76? Énorme succès. À la fois critique et public. Plus de 33 millions de dollars de recettes rien qu'aux États-Unis pour un budget de moins de 2 millions. C'était un carton monumental. Et en France aussi, il a bien marché? Oui, il a gagné le Grand Prix au Festival du film fantastique d'Avoriaz. Le public a vraiment accroché, a été secoué par le film. Il est devenu un classique quasi instantanément, en fait. Ah oui, il est très vite entré dans le panthéon des grands films d'horreur. Mais pas seulement. C'est aussi un drame psychologique puissant, une critique sociale. Il a vraiment lancé la vague des adaptations de King au cinéma. Et la carrière de De Palma aussi. Et De Palma, et Sissy Spacek, Travolta, Nancy Allen, toute une génération d'acteurs. Il a une influence énorme. Son héritage culturel, il est encore visible aujourd'hui, non? Complètement. La scène du bal, elle est citée, parodiée et référencée sans arrêt dans d'autres films, des séries, des clips. C'est devenu une image iconique de la culture pop. Et le film a montré qu'on pouvait faire de l'horreur qui soit aussi intelligente, émouvante, complexe. Exactement. Il a ouvert la voie à plein d'autres films qui explorent les angoisses de l'adolescence, la différence, le rejet, à travers le prisme de l'horreur ou du fantastique. Il y a eu des tentatives de refaire Carrie, d'ailleurs. Oui. Comment dire, pas très mémorable. Il y a eu une suite Carrie 2, La haine en 99, bon,
J'avoue, je l'ai pas vu. Pas une grande perte. Il y a eu un téléfilm aussi en 2002 et un remake au cinéma en 2013 avec Chloé Grace Moretz. Mais aucun n'arrive à la cheville de l'original de 76. L'original reste la référence absolue. Voilà. Et d'ailleurs, petit détail amusant pour les fans de chiffres, le nombre exact de morts pendant le bal, 73 victimes, ça vient en fait d'un dialogue dans Carrie 2. Ça évite de devoir mettre sur pause le film de 76 et compter les figurants un par un. Ah, pratique. Donc, pour résumer, Carrie, c'est bien plus qu'un film d'horreur lambda. C'est vraiment une œuvre née d'inspiration très forte, très réelle, sublimée par un réalisateur avec un style unique et une actrice principale habitée. C'est tout à fait ça. Un film qui a marqué son temps et qui continue de nous parler, de nous interpeller. Et ça amène peut-être à une dernière réflexion. Oui, Cette histoire, elle date des années 70, une époque sans Internet, sans réseaux sociaux. Pourtant, ces thèmes de harcèlement, de pression du groupe, d'isolement, de colère qui finit par exploser, ça résonne terriblement aujourd'hui, non? ah mais complètement, on pourrait se dire que les choses ont changé, mais quand on voit le cyberharcèlement, la violence qui peut se déchaîner en ligne, la pression constante de l'image, est-ce que la tragédie de Carrie White est si différente de ce que peuvent vivre certains jeunes aujourd'hui? C'est une bonne question. Est-ce que les mécanismes de la cruauté, de l'exclusion, ont vraiment changé de nature? Ou est-ce qu'ils ont juste trouvé de nouveaux terrains de jeu, peut-être encore plus vastes? Le film nous rappelle peut-être que cette violence-là, cette difficulté à accepter la différence, c'est quelque chose d'assez profondément humain, malheureusement. Et qu'il faut rester vigilant. Toujours. C'est une leçon qui reste valable, je crois. Une bonne raison de revoir Carrie, d'ailleurs. Absolument. Merci beaucoup pour cette plongée passionnante. Merci à vous.